Bonjour. Alors merci Marc de m'avoir invité à donner ce séminaire. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici et puis de retrouver mon ancien chef d'institut, puisque Marc a été pendant plusieurs années directeur de l'institut dans lequel je travaille à Grenoble, qui est l'Institut de recherche en sciences et technologies pour le vivant. Donc, ce que je vais vous présenter là est une suite un peu de ce qui vient de vous être présenté en termes d'intégration, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de mécanismes enzymatiques, par contre, je vais vous proposer une vision intégrée à l'échelle de la cellule dans toute sa complexité. Si on considère que nous ne sommes que chimie et qu'une cellule est le produit de toutes ces réactions, c'est assez remarquable de voir qu'en mettant dans des petits sacs que sont les cellules un ensemble de catalyseurs que sont les enzymes, elles sont coordonnées dans un réseau de réactions chimiques extrêmement vaste et complexe, de façon à produire ces choses extrêmement structurées que nous sommes, structurées et flexibles et vivantes. Alors, là-dedans, il y a bien entendu du carbone qui est fixé par la photosynthèse. Donc, moi aussi, j'ai mon petit schéma qui résume, et c'est très proche de ce que vous avez déjà vu. Nous ne sommes pas photosynthétiques. Donc nous utilisons le carbone, l'énergie qui a été emmagasinée sous forme de sucre par les producteurs primaires que sont les organismes photosynthétiques. Vous savez que lorsque vous mangez du sucre, c'est la base de tout le reste et que c'est même la base des lipides, le gras qu'on a, et que lorsqu'on devient obèse, on a des lipides qui sont issus de la conversion de ces sucres en un autre type de molécules que sont les lipides, qui sont eux-mêmes riches en énergie. Ces lipides, on appelle lipides l'ensemble des composés du vivant qui ne sont pas solubles dans l'eau, à la louche, c'est comme ça que c'est défini. En fait, il y a une très grande diversité moléculaire. Moi, ce que je vais poser dans cet exposé, c'est les lipides dans leur structure glycérolipide. C'est un glycérol avec des acides gras. Bien, ces lipides constituent à la fois des stockages, des réserves, du gras, de l'huile, ce que vous avez probablement entendu être utilisé pour être comme un carburant de substitution au pétrole, donc de l'huile de colza, ce genre de choses. Mais ces lipides sont aussi des barrières à l'eau, et c'est grâce à ces glycérolipides aussi que l'on fait les membranes qui empaquettent les cellules. Les cellules sont des sacs limités par des lipides. Donc, il y a un très grand dialogue entre cette graisse, cette huile et la structure des membranes. Donc, je vais vous proposer un voyage à l'intérieur de la cellule avec ce filtre des lipides. Et je vais vous proposer un voyage qui s'intègre encore plus au niveau de l'évolution, puisqu'on va voir un pan de la biodiversité qu'on vient juste de dévoiler, qu'on vient juste de commencer à comprendre, qui sont les chromalvéolés, qui représentent probablement sur Terre une des plus grandes sources de biodiversité, et aujourd'hui que l'on commence seulement à comprendre. Et ces chromalvéolés, eh bien, parmi eux, il y a des organismes qui seront probablement très utiles pour développer des industries originales autour des algues. Bien, alors, là-dedans, il y a deux mots-clés, les chromalvéolés et les glycérolipides. Il y aura 4 parties dans cet exposé. D'une part, les organismes contenant des plaques photosynthétiques. Je vais juste vous préciser un petit peu qu'est-ce que c'est que ces choses-là, parce qu'on en parle beaucoup, alors qu'en fait, on utilise des mots qui n'ont pas de précision. Ensuite, quel intérêt des chromalvéolés pour la chimie biosourcée? Le métabolisme des glycérolipides dans les cellules contenant des plastes. Et puis, comment contrôler la production d'huile chez ces organismes. Alors, une algue, c'est quelque chose que je vais définir. Il existe ce qu'on appelle des protistes photosynthétiques. Ce sont des organismes qui sont verts aussi, et que l'on appelle de façon abusive une microalgue. C'est au même titre qu'on utilise le terme céréales. Céréales, c'est ce qui se moissonne et qui fait de la farine. Vous êtes bien d'accord qu'il y a du blé, de l'orge, mais il y a aussi du sarrasin. En fait, ça n'a pas de réalité scientifique. Ces choses-là, on les met ensemble pour des raisons utilitaires. Et donc, le terme microalgue, c'est un terme utilitaire. Donc, il y aura probablement une industrie qui va se développer autour des microalgues,
mais il y aura toujours besoin de scientifiques derrière pour dire, ah, mais attention, ça c'est une microalgue qui est de ce type, de ce type, de ce type. Donc on va y aller doucement. Alors qu'est-ce qu'une microalgue? C'est quelque chose de micro et de algue. Donc c'est quelque chose d'unicellulaire, petit et vert, photosynthétique, autotrophe. Ça veut dire que ce sont des cellules unicellulaires à l'intérieur desquelles se trouvent des membranes photosynthétiques, permettant par la phase claire, la phase lumineuse, de craquer l'eau pour libérer de l'oxygène, provoquer un gradient de protons qui va lui-même permettre de fabriquer cette molécule riche en énergie qu'est l'ATP, et puis du pouvoir réducteur, le NADPH+. Il y a une deuxième phase dans la photosynthèse qui est bien entendu de fixer le CO2 par une série de réactions qui permettent à la fin de produire du sucre. C'est une molécule qui a 6 carbones, donc un C6. Ça peut se produire dans différents systèmes. Alors des systèmes qu'on appelle des systèmes prokaryotes et des systèmes eucaryotes. Alors je suis désolé si vous n'êtes pas biologiste, je vais utiliser des mots barbares, laissez couler. Sachez simplement que les prokaryotes, c'est en gros les bactéries, les organismes les plus petits, les plus simples, c'est juste une cellule limitée par une membrane. Et les eucaryotes, ce sont des cellules plus compliquées, et on y reviendra un petit peu plus tard, avec beaucoup de compartiments cellulaires, permettant de compartimenter toutes ces enzymes, toutes ces chimies très compliquées pour qu'elles soient coordonnées de façon correcte. Dans les prokaryotes, il y a des prokaryotes photosynthétiques, il y a les cyanobactéries. Cyano, ça veut dire bleu. Bon, elles sont vertes. Donc, ce sont des bactéries qui contiennent des membranes photosynthétiques. Et puis, des bactéries photosynthétiques dont je ne parlerai pas, vertes, pourpres, sulfureuses ou non sulfureuses. Ensuite, chez les eucaryotes, il y a les algues, au sens vrai du terme, qui ont un chloroplaste, un organite qui est limité par 2 membranes. Et puis, il y a les protistes, dont je vais vous parler plus tard, qui ont des chloroplastes limités par 3-4 membranes. Et là, c'est très compliqué, on commence seulement à essayer de les comprendre. Qu'est-ce qu'une plante? C'est un règne vivant qui est dérivé des algues vertes. Donc les plantes, pour nous, c'est celles qui sont les plus visibles, mais en fait, ce n'est qu'un règne qui dérive en gros des algues vertes. On appelle aujourd'hui en botanique les algues vertes plus les plantes, les Viridiplantae, les vraies plantes. Bien. Alors, en gros, vous voyez, ces réactions complexes qui étaient déjà simplifiées sur ce schéma, on peut encore les simplifier à outrance et dire que le bilan de la photosynthèse, c'est de prendre de l'eau, du CO2, de libérer de l'oxygène et du sucre. Bien. Les cyanobactéries. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est juste cette classification algues, protistes, photosynthétiques et plantes. Donc maintenant, voyons ce qu'est le plaste à l'intérieur d'une cellule compliquée qu'on appelle une cellule eucaryote. Ça a une origine en 2 grandes étapes. La première étape, c'est de partir des cyanobactéries. Donc les cyanobactéries, je vous dis, c'est tout simple. C'est un organisme qui est limité par 2 membranes, donc c'est la même photo que sur le transparent de Marc, et à l'intérieur duquel se trouve une membrane photosynthétique qu'on appelle un thylakoïde. Et puis, il y a une paroi de peptidoglycanes qui fait que c'est un peu dur et que ça résiste dans son environnement. Il y a de l'ADN, et puis sur cette membrane photosynthétique se réalise la première étape de la photosynthèse. Ce sucre, c'est du C6. Il rentre dans le métabolisme, toute cette série de réactions très compliquées. Il peut être cassé, il peut être construit. On peut faire du C2, du C3, du C5, etc., des molécules plus ou moins compliquées. Le métabolisme carboné, et dedans, il y a des lipides qui peuvent être produits. Donc ces organismes-là peuvent produire des lipides. Bien. Le chloroplaste primaire dérive d'une cyanobactérie. Il rentre à l'intérieur d'une cellule. Cette cyanobactérie est rentrée à l'intérieur d'une cellule à un moment donné de l'évolution et est à l'origine de cet organite que l'on voit ici en microscopie électronique, qui est à l'intérieur d'une cellule, mais qui a conservé, qui a fossilisé la structure de son ancêtre, qui était libre, la cyanobactérie. Donc, le chloroplaste est limité par 2 membranes, qu'on appelle une enveloppe, contient des thylakoïdes aussi, contient un tout petit peu d'ADN. C'est ce qu'on appelle le chloroplaste primaire. Il est aussi capable de photosynthèse, il est aussi capable d'alimenter le métabolisme carboné, et dedans, on va avoir des lipides. Bien.
Et il y a enfin les chloroplastes secondaires, et c'est là que les choses se compliquent. C'est que le chloroplaste est entouré de 2 membranes supplémentaires. On n'en connaît pas la nature. Autant le laboratoire d'où je viens a été un des pionniers depuis les années 70-80 pour vraiment analyser tous ces systèmes membranaires, autant là, on n'a aucune indication à ce jour. On n'a pas encore isolé cet organite et pu analyser les différentes membranes qui le limitent. Bien. Donc, il y a des thylakoïdes. Ici, j'ai mis une photo d'un chloroplaste à l'intérieur d'une diatomée qui s'appelle Phéodactylum, une des diatomées les plus abondantes sur Terre. Et là encore, vous avez la photosynthèse qui alimente le métabolisme carboné. Alors, je vous ai dit 2 grandes étapes. La première étape, c'est l'entrée de cette cyanobactérie ancestrale à l'intérieur d'une cellule qu'on appelle une cellule eucaryote. Donc ça s'est produit, si on regarde l'ADN, on arrive à tracer les événements historiques de l'évolution et on peut affirmer que cet événement ne s'est produit qu'une fois dans l'évolution complète de tout le monde vivant, le règne vivant. Une cyanobactérie ancestrale, c'est donc est donc entrée en symbiose à l'intérieur, ce que l'on appelle une endosymbiose, à l'intérieur de quelqu'un qui l'a boulotté, une cellule qu'on appelle un eucaryote primaire. Vous voyez qu'il y a les 2 membranes qui limitent la cyanobactérie, puis là, il y a la membrane du phagosome. Cette membrane du phagosome, elle disparaît, et on a donc ici toutes les grandes lignées de microalgues, d'algues vraies. Ce sont des organismes qui contiennent un chloroplaste. Alors ici, celui qui sourit, c'est Chlamydomonas. Un chloroplaste imité par 2 membranes, et la membrane du phagosome a disparu. Ici, vous avez les glaucocystophytes avec quelque chose qu'on appelle Cyanophora paradoxa. Cyanophora porte une cyanobactérie. Et il y a encore la paroi de peptidoglycane initiale. Et enfin, on a les algues rouges. On les appelle donc algues rouges, algues glauques, bleu-vert, et algues vertes, parce que les pigments photosynthétiques qu'on a aujourd'hui, ils sont de couleurs différentes. Comme je vous l'ai dit, les plantes ne sont qu'un règne issu des algues vertes. Donc les plantes ont des cellules qui contiennent des chloroplastes avec de la chlorophylle, comme les algues vertes. Les grands modèles étudiés au laboratoire sont Chlamydomonas et Arabidopsis. Arabidopsis, c'est une plante qui est grande comme ça, qui nous sert à étudier comme modèle toutes les plantes, même cultivées, mais ce n'est pas une plante qui est appropriée à la culture. Et de même, Chlamydomonas, c'est une microalgue verte qui est très intéressante, sur laquelle on peut faire de la génétique et qu'on connaît extrêmement bien, mais ce n'est pas du tout un bon modèle pour l'industrie. Donc il faut qu'on progresse aussi par rapport à ces modèles du laboratoire à éventuellement une industrie. L'endosymbiose secondaire, alors là c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Une algue verte, là, que vous reconnaissez, se fait manger par un 2e eucaryote. Cet événement s'est produit à plusieurs moments de l'évolution. Et on se retrouve avec des espèces de Frankenstein, des espèces d'unicellulaires combinés qui possèdent tous les matériels génétiques des différents organismes. Ici, l'algue verte, elle a de l'ADN dans son chloroplaste, elle a de l'ADN dans son noyau, et elle a de l'ADN dans le noyau qui se trouve ici, dans cette eucaryote secondaire. Et bien ici, on va retrouver tout ce monde-là, avec les chlorarachniophytes, qui ont, donc, le noyau ici contient de l'ADN, ce noyau-là est conservé ici, entre 2 paquets de membranes, et puis le chloroplaste, il est limité par 4 membranes et il contient aussi de l'ADN. C'est très compliqué, ce n'est pas étudié en France, il n'y a que les Australiens et les Canadiens qui étudient ces choses-là. Tous ces ADN sont actifs, ils sont capables de coder, et donc c'est des organismes assez étonnants et qu'on commence juste à comprendre. Alors ensuite, il y a plusieurs événements qui se sont produits dans l'évolution. On considère qu'il y a deux événements qui se sont produits avec des algues vertes et un événement qui s'est produit avec une algue rouge. Et là, on a l'évolution. Alors, comme on commence à comprendre ça, eh bien, en fait, on est en train de revoir l'évolution de ces êtres unicellulaires. Les euglénides, ici, il y a une microalgue, donc par excès de langage, donc un protiste photosynthétique, une euglénide, Euglena. Mais il y a aussi le trypanosome, qui est un parasite qui envahit l'être humain. Ici, on a un groupe d'organismes, parmi lesquels se trouvent les diatomées, qui sont des êtres photosynthétiques, les ciliés, que vous retrouvez dans votre vase à la maison lorsque vous laissez traîner vos tulipes, et puis les apicomplexa, qui sont des parasites qui peuvent envahir le corps humain,
tels que Plasmodium falciparum, l'agent de la malaria. Ça tue entre 1 et 5 millions de gens par an sur Terre. Donc il y a des parasites humains qui sont dans ce groupe. Quand moi j'ai suivi mes cours à l'université, quand on parlait de ces choses-là, on disait que c'était la base de l'évolution des organismes archaïques, et puis la complexité, c'était de devenir pluricellulaire. Donc on partait en gros d'une paramécie, après on avait une éponge, après on avait une méduse, après on avait un ver, et puis après on a des insectes, et puis les animaux, l'être humain. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses doivent être vues aujourd'hui. Là, on a un monde incroyablement complexe qui s'est complexifié avec comme contrainte être unicellulaire. Donc ce sont des êtres unicellulaires qui se sont assemblés, combinés et qui font ces choses-là aujourd'hui. Là-dedans, il y a des modèles qui peuvent être utilisés à l'échelle industrielle. Phéodactylum, dont je parlerai tout à l'heure, Nanochloropsis, qui sont des algues qui accumulent pas mal d'huile, et puis Chromera, qui est un apicomplexe, mais photosynthétique. Donc, position des chromalvéolés dans l'évolution, c'est toutes ces choses-là. Bon. Alors, ça a provoqué une révision complète de la classification. Et en 2005, cette classification, il y a quelqu'un qui a fait le rapport de tous ces gens qui sont rassemblés à Halifax, au Canada. Et la classification des protistes a été particulièrement troublée. Donc là, j'ai vu des gens qui se sont jetés des choses au visage l'un de l'autre. Donc j'ai eu l'histoire, c'est des chaussures. Dit Sina Adel, qui est un spécialiste des organismes des sols à l'université de Dalhousie à Halifax, qui a coordonné le groupe de 28 experts de protistes qui ont produit la nouvelle classification. Il y a eu des combats à l'intérieur de certains groupes, et en particulier pour la classification des parasites apicomplexes et des trypanosomatidés à l'intérieur de ce groupe, ainsi que certains champignons. Donc on a revisé, on n'a plus le droit de dire protozoaire. Donc je vous interdis de dire protozoaire en sortant de cette salle, ça n'existe plus. On n'a plus le droit de dire protophyte. Alors au laboratoire, qu'est-ce qu'on étudie comme modèle? Eh bien, on étudie des modèles qui vont des plantes, avec là ici Chlamydomonas, donc là ce sont les algues vertes. Donc vous voyez, c'est un groupe qui est très très proche dans l'évolution. On a aussi donc, des chromalvéolés, donc là vous avez l'ensemble des chromalvéolés, et donc nous on manipule de Phéodactylum, Indiatomée, Nanochloropsis, Chromera, et puis les parasites apicomplexes, on a tout ça. Alors l'intérêt des chromalvéolés pour la chimie biosourcée, eh bien, donc on va voir que c'est une biodiversité peu explorée qui peuple tous les biotopes aquatiques. Nous avons des modèles d'études et la possibilité d'accumuler de l'huile. Donc là, je vous montre juste une diapositive qui vous montre les résultats de l'expédition Tara Océan, que vous avez peut-être entendu parler, c'est passé à la télévision. C'est une expédition, une des plus belles expéditions françaises, qui est comparable à ce que Darwin a pu faire lorsqu'il est allé avec son bateau essayer de sonder la biodiversité dans le monde. C'est un bateau qui est parti et qui a sondé la biodiversité à un ensemble inégalé de spots dans les différents océans et qui a collecté des échantillons et qui en étudie la biodiversité. Eh bien, les chromalvéolés sont les numéros 1 des protistes photosynthétiques du phytoplancton. Et ils ont une diversité absolument merveilleuse. Alors, Tara Océan, c'était une campagne qui a eu lieu maintenant il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Et Oceanomics, c'est un consortium de chercheurs de laboratoires en France qui va maintenant travailler sur tous ces échantillons qui ont été collectés lors des campagnes de Tara. Donc, notre laboratoire, nous, on est là pour essayer de sonder là-dedans les micro-organismes de la nature qui sont particulièrement intéressants pour des applications, pour créer l'agriculture de demain. Si vous deviez trouver le maïs aujourd'hui, eh bien vous iriez en Amérique du Sud, vous trouveriez la théocynthe, qui est une toute petite plante pas très, très impressionnante. Et après, ça serait le point de départ pour fabriquer cet organisme malade, très producteur, qui est le maïs. Donc, les organismes qu'on fait pousser dans les champs sont des organismes qui ont des pathologies, qui accumulent trop de quelque chose. Mais nous, on va le manger ou on va s'en servir. Donc là, il faut qu'on trouve le point de départ pour fabriquer des algues obèses. Être obèse, ce n'est pas un état normal. Mais si on veut que ce soit une usine à faire des choses, à produire de l'huile, c'est ça qu'il faut qu'on obtienne. Donc voilà, c'est très beau.
les organismes unicellulaires, il ne faut pas le nier, nous attirent parce qu'ils ont une très grande beauté plastique. Et là, vous avez un exemple des diatomées qui sont collectés, que l'on peut collecter dans l'Atlantique Nord. Donc ça, c'est des photos de Sébastien Collin qui vient de la station biologique de Roscoff. Alors, les diatomées, c'est des organismes qui ont des formes comme ça, rigidifiées grâce à la présence de silice à l'intérieur de leurs parois. Et il y a des espèces qui sont capables de piéger le CO2 et d'accumuler de l'huile. Là, à l'intérieur de ces cellules, visibles en microscopie photonique, vous voyez des gouttelettes d'huile. Si j'étais maladroit et que je vous demandais du tissu adipeux de vos cellules graisseuses, on verrait en microscopie la même chose, des cellules qui accumulent beaucoup de gouttelettes d'huile. Alors, là, on en garde une, parce qu'il nous faut des modèles. Donc un modèle d'étude, donc là, c'est Phéodactylum tricornutum. Pourquoi avons-nous besoin de modèles d'étude? Parce que nous sommes des biologistes dans le monde entier et qu'on a besoin de pivots, d'un endroit où on rassemble toutes nos connaissances. Tout à l'heure, je vous ai dit Arabidopsis est un modèle d'étude. Il nous faut bien choisir un endroit où on va tous travailler sur la même chose pour pouvoir avoir la vision la plus grande possible. Après, on transférera ça à d'autres espèces qui sont des espèces d'intérêt. Donc Phéodactylum apparaît comme un modèle d'étude. Et en plus de ça, c'est intéressant parce que cette microalgue, elle a des propriétés qui peuvent faire qu'on la met en industrie, qu'on la passe en industrie. Alors, il y a différents écotypes et différents morphotypes. Alors, il y a différents écotypes. On en a prélevé 8 qui servent de modèle, donc on les appelle PT, Phéodactylum tricornutum, PT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. PT 1 a été pris dans la baie de la Tamise, et puis PT 8, c'est en Alaska. Donc c'est la même espèce, prélevée dans le monde entier, on en a pris, et ça nous permet d'avoir certes un modèle, et puis un petit peu de diversité. Et dans cette diversité, on voit qu'il y a des diversités de formes. On l'appelle tricornutum parce qu'il y a cette forme en trois cornes. Mais nous, au laboratoire, on a la forme à 2 cornes. Ensuite, le génome est séquencé. Il a été séquencé, et ça a été coordonné par quelqu'un qui travaille pas loin d'ici, qui s'appelle Chris Boller, qui travaille à l'ENS, et qui a coordonné le séquençage complet de ce génome. On a l'intégralité de ces gènes et les profils d'expression de ces gènes. On a aussi les protéines qui sont codées par ces gènes, protéines parmi lesquelles vous avez les enzymes. Et puis enfin, le métabolome, le lipidome, on a accès à toutes ces petites molécules du métabolisme qui sont interconverties grâce aux activités enzymatiques. On peut aussi les modifier. Si je veux savoir à quoi servent vos mains, je vais vous les couper. Ça, je vais vous faire ou alors je vous enlève le gène des mains. Puis là, on verra. Donc, la génétique, c'est le moyen qu'a le biologiste pour comprendre. Donc, ce n'est pas un gros mot de dire qu'on va faire de l'ingénierie génétique. Donc, ce sont des OGM. Ce sont des OGM à usage de recherche. Donc, ou alors, je vais vous en rajouter des mains, comme ça, on verra. Donc, si je vous enlève des mains, je vois que vous ne mangez plus. Donc, je me dis que c'est fait pour manger. Mais si je vous rajoute des mains, on verra ce qui va se passer. Donc, quelque part, ce sont des outils, les outils pour comprendre, c'est ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre la fonction de ces gènes. Donc, on a toute la batterie d'outils pour pouvoir travailler, comprendre, avancer dans les connaissances. On peut cultiver, donc ça, c'est des photos que j'ai prises au labo, donc on peut les cultiver, ce qu'on appelle en batch, en petits flacons, à l'échelle de 100 ml. On a des colonnes qui peuvent aller à 4 litres, ou alors on a aussi des systèmes qui peuvent aller à 7 litres. À échelle industrielle, on peut aller en système confiné à 1 mètre cube, 20 mètres cubes, des milliers de mètres cubes. Dans le sud de la France, il y a une société qui s'appelle Microphyte qui a des énormes tuyaux dans lesquels sont cultivées des algues, et c'est grand comme cette salle. Solazim, aux États-Unis, a carrément des hectares avec des tuyaux qui sont remplis de microalgues et qui sont mis en culture. Alors, la croissance de ce phéodactylum peut se produire en phototrophie, c'est-à-dire par la simple photosynthèse. On donne du CO2, le CO2 fait du sucre, et ce sucre sert à rentrer dans le métabolisme. Et dans ce cas, si je vous montre ici en coupe transversale phéodactylum, c'est le chloroplaste qui agit. Mais on peut aussi lui donner du sucre
ou n'importe quelle autre source de carbone, ça peut être du glycérol, du C3, de l'acétate, n'importe quoi. Et là, la combinaison est plus, donc il va y avoir de l'énergie qui va être puisée là, et ça va booster la photosynthèse. Ce n'est pas simplement la combinaison de l'hétérotrophie et de l'autotrophie, c'est quelque chose de mixte qu'on appelle la mixotrophie. Donc la mixotrophie permet d'avoir une culture qui va plus vite. Ça, c'est intéressant à l'échelle industrielle parce qu'on a beaucoup de sources carbonées qui ne servent à rien. Les résidus des vinasses, les résidus de l'industrie agroalimentaire, les industries de la betterave, du sucre, produisent de gros volumes de choses qu'on jette. Donc, dans ce cas-là, l'organite qui va être impliqué, c'est la mitochondrie. La mitochondrie, ça craque les sucres. Et on a aussi le cytosol qui est impliqué dans casser les molécules et en récupérer de l'énergie. Maintenant, le paradigme pour l'accumulation de l'huile. Donc là, vous avez une photo de Phéodactylum. Ici, en bleu, on a mis un colorant qui reconnaît l'ADN. Et ici, en rouge, on a mis un colorant qui s'appelle le rouge de Nil, qui permet de regarder de l'huile. Donc on appelle le triacylglycérol. Je vais vous réexpliquer ce que c'est dans une seconde. Paradigme général, c'est qu'on veut un gain en biomasse, c'est-à-dire qu'on veut beaucoup de matière. Alors si on fait pousser ça en phototrophie, avec juste de la lumière, on veut 5 grammes par litre. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup, hein, c'est beaucoup d'eau et peu d'algues. Et en mixotrophie, on veut atteindre 80 grammes par litre. On va dire que quand on tourne autour de 100 grammes par litre, c'est tellement visqueux que c'est quelque chose de difficile à manipuler. Mais si c'est riche en huile, c'est très bien. Et le gain en rendement lipidique, c'est qu'on veut qu'il y ait plus de 50% d'huile à l'intérieur de ces cellules. Alors, un des moyens qu'on connaît actuellement, c'est de mettre en carence en azote. On enlève l'azote, ou on laisse le milieu s'appauvrir en azote. Et là, vous voyez apparaître ces gouttelettes d'huile à l'intérieur de la cellule. Le petit problème techno, hein, on n'a qu'à dire c'est facile, on fait pousser de l'huile et puis on fait pousser ces microalgues et on les carence en azote, c'est que quand on carence en azote, ça ne pousse plus, donc on ne produit plus de biomasse. Bien, donc on a du CO2, ça rentre dans le métabolisme, ça fait d'autres métabolites, ça fait des glycérolipides, on veut orienter vers ces glycérolipides-là. Et puis là, on a différentes applications. Des applications en lipides pour la santé humaine. Les huiles, vous le savez, peuvent être utiles pour la santé humaine. Par exemple, les acides gras à très longue chaîne avec des doubles liaisons en position oméga 3, c'est très très bon pour la santé. Donc il y a des applications en santé humaine. Et puis pour les biocarburants, alors dans ce cas, on veut des acides gras qui soient plus courts et sans double liaison pour pas qu'ils s'oxydent. Donc, j'ai parlé de glycérolipides. Qu'est-ce que c'est? Voici donc la troisième partie de cet exposé, le métabolisme des glycérolipides dans les cellules contenant un plast. On va voir les compartiments cellulaires qui ont des compositions en glycérolipides spécifiques. N'ayez pas peur. La production d'huile est liée à l'homéostasie lipidique membranaire, à cet équilibre subtil qu'il y a dans les membranes d'une cellule. Et puis, on verra le cas des chromalvéolés. Donc, je vais prendre le cas simple. Tout d'abord, le cas simple des plastes primaires. Une cellule eucaryote, c'est ça. C'est une cellule à l'intérieur limitée par une membrane, à l'intérieur desquelles se trouvent des sacs aussi membranaires. Et chaque sac compartimente un ensemble de réactions chimiques. Donc il y a son pH, il y a ses bonnes compositions. Et tout ça est nécessaire pour pouvoir réaliser la fonction vivante générale. Quand on regarde une membrane, là je zoome, voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai dit que les lipides, c'était quelque chose qui était une barrière à l'eau. Alors un lipide, ben voilà, c'est de façon sommaire une tête polaire qui est hydrophile et des queues hydrophobes. Donc là, j'en ai mis deux parce que ces lipides possèdent deux acides gras qui sont hydrophobes. Bon, ils s'appellent glycérolipides parce qu'ils sont dérivés du glycérol. Ici, vous reconnaissez 1, 2, 3 carbones, le glycérol. Glycérol avec une position 1, une position 2, une position 3. Sur la position 1 est estérifié un acide gras, sur la position 2 est estérifié un acide gras, et puis sur la position 3, une tête polaire. Si nous sommes à l'intérieur d'une cellule, ça veut dire que ces parois, vous devez avoir comme des petits bonshommes qui n'arrêtent pas de grouiller. Vers vous se trouve la tête polaire, et à l'intérieur se trouvent les pattes hydrophobes. Face à eux se trouvent les mêmes en symétrique. Cette chose-là est très dynamique. Et à l'intérieur de ça, bougent de façon extrêmement lente les protéines. D'accord ? C'est une barrière, ça limite les cellules, c'est vivant, ce n'est pas du tout amorphe. On a l'habitude de faire des dessins, mais en fait, il faut imaginer cette chose-là comme une chose très dynamique. Cette tête polaire, là, vous voyez, elle contient du phosphate, ce qu'on appelle un phospholipide.
Et puis on a une base azotée. On peut avoir donc différentes têtes polaires. Ici, non barbare, phosphatidylcholine. En fait, c'est de la phosphocholine diacylglycérol. On peut avoir une autre tête polaire, donc vous voyez, hein, c'est toujours ça se ressemble, hein, ou de la phosphatidylsérine. Phosphatidylcholine, phosphatidyléthanolamine, phosphatidylsérine, donc pour les fabriquer, c'est la même chaîne métabolique, et puis on peut changer la tête polaire. Si vous prenez votre masque et votre tuba, vous nagez dans la cellule, vous caressez les membranes, si vous trouvez de l'azote et du phosphate, ce sont des membranes du système endomembranaire. Je vais vous en dire toutes reliées les uns aux autres. Les acides gras, vous voyez, ils peuvent avoir des longueurs de carbone différentes, puis des doubles liaisons qui provoquent des coudes. Plus il y a de doubles liaisons, plus c'est fluide latéralement. Voilà. Maintenant, je regarde le chloroplaste qui se trouve ici. Donc le chloroplaste que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a été mangé par une endosymbiose primaire. Si je regarde ces membranes, eh bien, je n'ai pas de phospholipides, j'ai des lipides non phosphatés. C'est tout simple, c'est un glycérol, 2 acides gras et un galactose, ou bien 2 galactoses. On les appelle monogalactosyl diacylglycérol, 1 galactose, ou digalactosyl diacylglycérol, 2 galactoses. Prenez votre masque et votre tuba, vous rentrez dans la cellule, si ce que vous caressez, c'est des sucres, c'est un chloroplaste. Leur synthèse est compartimentée. La néosynthèse des acides gras est dans le stroma des plastes. La néosynthèse des phospholipides se trouve dans ce compartiment que l'on appelle le réticulum endoplasmique. Ce réticulum endoplasmique, il fait des vésicules, il est connexe avec le reste des cellules, le reste de la cellule, des compartiments cellulaires. Et donc, vous avez ici ce que l'on appelle le système endomembranaire, qui pulse à partir du réticulum endoplasmique. Et puis, il y a ici un organite qui l'alimente aussi en phospholipides, qui est la mitochondrie. Maintenant, les phospholipides, c'est 1/3 du stock de phosphate dans une cellule. Les galactolipides, eux, sont fabriqués dans cette membrane, ces 2 membranes qui limitent le chloroplaste, et ils alimentent les thylakoïdes, les membranes photosynthétiques. 80% des lipides des membranes photosynthétiques des thylakoïdes sont des galactolipides. 1 mètre carré de cellules vertes, 1 mètre carré d'herbe, c'est 3 stades de foot de membranes photosynthétiques. Parce que c'est tout empilé. Hein. Donc c'est le lipide le plus abondant sur Terre. Alors, je vous ai dit que les phospholipides, c'est 1/3 de la réserve de phosphate. Lorsqu'on est en carence de phosphate, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de la cellule. Les phospholipides sont hydrolysés, il y en a moins. Les galactolipides sont synthétisés en grande partie avec des précurseurs qui sont issus de l'hydrolyse des phospholipides. On leur enlève la tête polaire pour que la cellule puisse récupérer le phosphate. Et puis, un des galactolipides, celui qui a 2 galactoses, est exporté et devient un substitut des phospholipides. Et voilà qu'il se met à remplacer le reste. Donc ça, on va dire que c'est un des avantages des cellules végétales, des cellules algales. Elles ne peuvent pas échapper à leur milieu. Nous sommes des êtres de stabilité. On mange, on va avoir 1 gramme par litre de sucre dans le sang, on sera à 37 degrés. Nos cellules, elles vont toujours avoir la même chose. On a un petit peu mal, on va s'affaiblir, on va manger du sucre. Bon. Les cellules végétales, elles ne peuvent pas échapper, qu'elles soient dans les océans ou à l'extérieur. Leur milieu, c'est leur milieu. Il manque du phosphate, il manque du phosphate. Elles doivent s'adapter. Donc, il y a une immense plasticité chimique, c'est le plaisir du biochimiste, la cellule végétale, parce qu'elle n'arrête pas de changer en fonction des réponses à l'environnement. Alors, les triacylglycérols, les huiles. Voilà un diacylglycérol et voici un triacylglycérol. Je vous présente l'huile que vous avez dans vos bouteilles d'huile, de tournesol. Voilà, c'est ça, c'est de l'huile. Alors, l'huile est fabriquée et ça fait des gouttelettes qui ne sont pas structurées, c'est amorphe et c'est à l'intérieur de la cellule. Ça fait des paquets. Vous savez que votre huile, quand vous la mettez au frigo, elle peut solidifier ou pas. Vous connaissez l'huile de palme. L'huile de palme, elle est connue parce qu'elle est texturante, parce qu'à température ambiante, elle est solide. Et ça, ces variations de propriétés physiques, c'est lié à la nature de ces acides gras. Plus il y a de double liaison, plus ça sera fluide. Moins il y a de double liaison, plus ça sera rigide. L'acide palmitique, qui est C16,0, ou l'acide stéarique,
sont des choses avec lesquelles on fait des bougies. Donc on sait qu'on peut aller de solide à liquide. Si on veut utiliser ces huiles pour faire des carburants, il faut pouvoir les mettre dans des moteurs. Les moteurs, ça chauffe. Un moteur d'avion, ça chauffe beaucoup. Donc il faut que le point de fusion pour un moteur d'avion soit élevé. Donc on parle de kérosène, c'est-à-dire des carburants à point de fusion élevé. Sinon, on parle de diesel, des carburants à point de fusion plus appropriés pour un moteur de voiture. Donc l'intérêt pour substituer au pétrole, puisque ce qui sera le plus important, on peut faire des voitures électriques, on sait faire, on ne sait pas encore les faire rouler beaucoup, on ne sait pas comment ça va se développer, mais on sait faire. Faire voler un avion au solaire, on ne sait pas encore faire. Transporter les gens, on aura besoin de carburant. Donc la motivation ici, elle est très très importante pour avoir des huiles qui n'ont pas de double liaison et qui ont les acides gras les plus courts possibles. Mais si la nature elle a mis des doubles liaisons et des grands acides gras, c'est qu'elle s'en sert pour la cellule vivante. Donc il faut réussir à adapter, à domestiquer ces microalgues pour qu'elles acceptent ce genre de choses. Mais comme vous l'avez vu, si on veut faire de l'huile comme ça, cette chose-là a une vie membranaire avant. Donc il faut que les membranes, elles acceptent. Donc l'industrie aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une algopolation, il y a une grosse excitation autour des algues, alors qu'on n'avait pas les connaissances pour, s'est mise à essayer de produire des huiles de cette nature-là. Mais en fait, il faut d'abord comprendre à quoi servent ces longueurs de chaîne et ces doubles liaisons avant de vouloir s'amuser à jouer avec. Parce que les membranes, elles vont devenir plus rigides, elles vont devenir plus étroites, il y a des protéines là-dedans qui ont besoin de fonctionner, on leur enlève leur environnement naturel et cette chose-là ne peut pas se produire. Donc il y a un gros manque de connaissances. Donc les triacylglycérols ou huiles sont un stockage de carbone et d'énergie. Vous le savez, les organismes qui passent l'hiver ont besoin de faire du gras. Et ce sont aussi des réserves de glycérolipides pour les membranes dans certaines situations de stress. Les plantes font ça par exemple quand il va y avoir du gel. Elles font de l'huile parce que les cristaux de glace à l'intérieur de la cellule, ça casse les membranes. Donc elles dégradent un petit peu leurs membranes, elles font de l'huile et dès que le beau temps est revenu, pof, elles refont des membranes avec ce qu'elles ont stocké sous forme d'huile. Il y a plusieurs voies de synthèse. Alors je les ai volontairement schématisées pour pas que vous les reteniez. Donc triacylglycérol, TAG. Il y a une voie qui est une voie de néosynthèse. On fabrique des acides gras et on les ajoute les uns derrière les autres au glycérol. Et puis il y a des conversions, c'est-à-dire soit on prend des galactolipides pour faire des tags. Je vous ai dit que les galactolipides, c'était le lipide le plus abondant sur Terre. Donc là, il suffit d'enlever la tête polaire et de rajouter un troisième acide gras. Soit on prend les phospholipides, ça c'est ce que nous on fait, puisqu'on n'a pas de galactolipides. On enlève la tête polaire phosphatée, on rajoute un acide gras et on fait de l'huile. Et toutes ces voies donnent des glycérolipides avec des profils d'acides gras différents. Et donc à chaque fois, on va avoir des signatures qui vont nous informer de quelle était la source. Alors, le cas des chromalvéolés, on est bien dans l'inconnu parce qu'on a un petit problème, il nous manque beaucoup de connaissances. On veut le faire, mais il y a quand même du grain à moudre pour savoir où sont les choses. Alors, où se situent les voies de synthèse des glycérolipides dans ce phéodactylum que je vous ai symbolisé ici? Et voilà, le chloroplasте est limité par 4 membranes. Bon, les phospholipides, on pense que c'est bien dans le réticulum, ça devrait aller. Les galactolipides, eh bien, il y a une thèse entre notre laboratoire et l'ENS ici à Paris pour essayer de savoir exactement la cartographie de ces enzymes à l'intérieur de ces 4 membranes. Y a-t-il du trafic entre le cytoplasme et le plaste? Je vous ai dit tout à l'heure que l'un alimentait l'autre dans certaines situations de stress. Alors, est-ce que les phospholipides peuvent alimenter les galactolipides? Eh bien, la voie des acides gras oméga 3 est typiquement une de ces voies où on a des acides gras sur des phospholipides qui vont ensuite dans les galactolipides. Donc ça, on travaille en collaboration avec Rothamsted en Angleterre pour essayer d'élucider cette chose-là, avec une thèse dans notre laboratoire. Et ensuite, est-ce que les galactolipides peuvent sortir et alimenter la production d'huile aussi? Donc là, la question, elle est encore irrésolue. Et comment sont synthétisés les acides gras à très longue chaîne? Donc vous avez des acides gras à 16 et 18 atomes de carbone. Les acides gras qu'on trouve dans le poisson, le DHA, etc., c'est 20, 25, 22, 26, 24, 26
carbone, et vous avez jusqu'à 3 doubles liaisons, et là, on en a jusqu'à 5. Et en général, c'est bon pour la santé. Les oméga 3, le DHA, le PA, ont jusqu'à 5 doubles liaisons. Alors, en carence d'azote, ces organismes sont capables d'accumuler de l'huile, mais la croissance est bloquée. Bien. Alors, les microalgues qui se développent dans les zones de l'océan pauvres en phosphate ont moins de phospholipides et plus de galactolipides. Donc ça, c'est une publication dans Nature en 2009. Et puis, chez certains chromalvéolés, tels que Thalassiosira pseudonana, qui est très proche de Phéodactylum, la carence de phosphate, la pauvreté en phosphate, permet aussi d'accumuler de l'huile. Donc on peut travailler différentes conditions. Alors, comment contrôler ça chez les chromalvéolés? Donc, je vous donne 3 exemples. L'idée, c'est de concilier l'accumulation d'huile à la croissance, la qualité des huiles produites pour des applications biomédicales, des applications biocarburants ou des applications en chimie biosourcée. L'EPA, qui est un acide gras à très longue chaîne, C25, que vous trouvez dans le poisson, vous dit que c'est bon pour la santé. Ça a des propriétés anti-inflammatoires et ça a des propriétés antidépressives et c'est bon pour les maladies cardiovasculaires. On peut le trouver dans le poisson, mais la surpêche et la demande mondiale fait qu'on ne pourra pas éternellement le trouver dans le poisson. Mais le poisson, où trouve-t-il cette EPA? Dans sa nourriture, que sont les microalgues. Donc, autant aller à la source. Donc là, pour ça, nous, on s'intéressait à Chromera, qui est une microalgue qui a été découverte en association symbiotique dans la baie de Sydney avec un corail. Ce corail, c'est un animal. Il est coloré. Cette coloration est due à cette microalgue qui est à l'intérieur et qui a la plus grande teneur connue en EPA, donc cet oméga 3. Donc quand on analyse les lipides, on les sépare en couches minces de façon classique. Je passe. Et on voit qu'il y a 75% de cet acide gras dans les galactolipides. Ici, je vous ai mis l'épinard. Et la composition de l'épinard, vous voyez que c'est du C18.3, C18.2, C18.1, donc des choses qui sont bonnes pour la santé. Hein, C18.3, c'est bon pour la santé. Mais là, on a une teneur qui est unique à cet organisme. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a cultivé, on a essayé d'optimiser le mode de culture, on a rajouté une source de carbone pour bénéficier de cette mixotrophie, et puis on a essayé de produire des quantités les plus importantes de cette microalgue, jusqu'à avoir des culots. Alors ici, vous avez un extrait de cette microalgue qui est en teneur extrêmement élevée en C25, donc il y a encore des pigments, etc. Et donc l'idée, ça, c'est de faire des tests sur souris pour voir quelles sont les propriétés en termes bénéfiques pour la santé. Le deuxième exemple, c'est d'optimiser la production d'huile pour les bioénergies et la chimie par de l'ingénierie génétique. Donc c'est de la transformation. On rajoute des gènes ou on invalide des gènes, on les casse. Donc pour ça, on a une machine qu'on appelle un canon à particules. Il y a de la pression qui arrive par ce tuyau. Ici, il y a une membrane sur laquelle on dépose des particules d'or ou de tungstène qu'on a recouvertes d'ADN avec le gène qui nous intéresse. On envoie la pression, paf, ça tombe sur une plaque, une boîte de pétri qu'on a mis ici. Et puis, on regarde les colonies qui ont été transformées parce qu'on a mis un petit gène mouchard, un gène qui permet de résister à un antibiotique. Donc, on met de l'antibiotique. Si la microalgue elle a reçu l'ADN et qu'elle l'a intégré, elle possède cette résistance à l'antibiotique et elle pousse. Donc voilà, là, je vous présente des microalgues génétiquement modifiées. Ça prend 20 secondes à faire. Et puis ensuite, on a 3 semaines à attendre pour voir pousser ces microalgues. Donc ce faisant, notre objectif, c'est de produire des microalgues qui produisent de l'huile sans stress nutritif, sans blocage de croissance et en agissant soit sur la production de ces huiles, soit sur la dégradation de ces huiles, bloquer la dégradation naturelle. Donc pour ça, on étudie le métabolisme. Ça fait peur. Donc on choisit là-dedans ce qui permet de synthétiser des huiles. Ici, là, ces 2 radiateurs, c'est en fait la production des acides gras. Parce que la production des acides gras, on rajoute de carbone, de carbone, de carbone, de carbone, de carbone, acide gras. Donc voilà, le métabolisme, c'est là. On choisit le bon gène et on le transforme. Et puis ensuite, on regarde en prenant du rouge de Nil et on voit qu'il y a des microalgues ici qui accumulent de l'huile alors qu'elles poussent en présence d'azote.
Donc ça, on l'a fait avec une société qui s'appelle Fermentalgue, qui est pas loin de Bordeaux, à Libourne, et avec lesquelles on a déposé un brevet. Troisième exemple, alors je suis désolé, c'est l'exemple 3, c'est par l'action de petites molécules. Donc on va utiliser notre technique. Cette fois-ci, on ne connaît pas le métabolisme, on ne va pas chercher à être intelligent, on va chercher à être brutaux, et on va cribler des molécules qu'on a, donc des collections qui sont stockées dans des microplaques. Et puis il y a un robot qui se trouve ici, qui a un bras multipuits, qui va prélever ces petites molécules et qui vont les mettre sur les microalgues. Et puis on va regarder celles qui provoquent l'apparition d'huile. Vous savez qu'il y a des médicaments, des petites molécules, qui provoquent comme effet non désiré la prise de poids. Donc on sait déjà qu'il y a des petites molécules qui ont cet effet obésifiant. Donc on va essayer on crible au hasard. Donc on peut cribler de 1000. Donc nous on a une collection de molécules qui va jusqu'à 16 000 à Grenoble, qui ont été sélectionnées, mais les groupes pharma peuvent aller jusqu'à 3 millions de composés. Et donc notre contrôle, ce sont des microalgues qui poussent en azote et sans azote, donc qui accumulent de l'huile. On mesure plusieurs choses. Donc on mesure le rouge de Nil. Donc là, vous voyez quelque chose, dans ce puits, il y a eu de l'accumulation d'huile. Et puis on regarde la chlorophylle, et puis on regarde aussi la vitalité des cellules. Et là, on a des composés. Donc on a une sélection par un criblage secondaire. On a 40 composés qui ont en dose réponse, qui provoquent l'accumulation d'huile à l'intérieur de ces microalgues. Donc voilà, ici vous avez l'addition de ces composés provoque l'accumulation d'huile. Donc je vous ai donné 3 exemples, ce sont des choses qu'on a fait cette année. Et tout ce travail est réalisé en grande partie dans notre laboratoire, avec des collaborateurs pour le modèle Chromera, donc en particulier à l'Université de Melbourne, pour le modèle Phéodactylum à l'ENS et à Pierre et Marie Curie, et puis pour la chimie à Saclay. Là, ce sont les tutelles qui nous soutiennent et les collaborations que nous avons initiées avec 2 groupes privés que sont Fermentalgue et Total. Je vous remercie.